Bonjour et bienvenue à Question d'actualité en ce 21 juillet 2025 de Philippe Labrec à la barre. Notre société moderne est-elle devenue frileuse, craintive, poltronne, incapable de faire face aux aléas normaux de la vie d'un être humain? Grand paradoxe, notre époque connaît une richesse et une sécurité potentiellement sans précédent dans l'histoire et pourtant, tout semble nous faire peur. Pour en discuter, nous recevons l'essayiste et philosophe Régent Bergeron, qui signe un texte justement sur le sujet dans la presse, publié samedi dernier, le 19 juillet, intitulé Docteur, j'ai peur de tout. Monsieur Bergeron, bienvenue à Question d'actualité. Oui, merci pour l'invitation. Content de vous retrouver. Toujours un plaisir. Vous mettez nez à nez nos ancêtres explorateurs, j'ai envie de dire coureurs des bois, là, prêts à toutes les aventures et tous les risques. À une société contemporaine aujourd'hui là, qui est extrêmement frileuse face à toute notion de risque aussi minime et banale peuvent-elles être. Vous donnez l'exemple, je sais ici plus ou moins, là, mais vous donnez l'exemple d'une école qui aurait recommandé à ses enseignants de tenir la rampe dans l'escalier, l'extérieur, l'hiver pour ne pas glisser, ce qui me semble tomber sous le sens. Comment expliquer le phénomène que vous décrivez dans votre texte, celui d'une espèce de peur généralisée, une peur d'avoir peur, si je peux dire? Oui, oui. C'est un phénomène qui s'étire sur plusieurs générations, si on peut dire. C'est cette recherche du confort extrême qui s'est mise en branle là, autour des années 50, avec et même bien avant avec la révolution industrielle. Et je me réfère souvent à un livre que j'ai beaucoup aimé de Stefano Boni qui s'appelle Homo Confort, justement. Et lui, dans ce livre-là, il nous parle de trois types de prothèses. Il y a les prothèses motrices, où on se donne des outils, des ustensiles, là, une lance, une épée. Il y a les prothèses sensorielles. Bon, là, on fait un pas de plus, comme le télescope, le télégraphe, la radio, où on essaie de donner plus d'amplitude à nos cinq sens. Et ensuite, et là, c'est vraiment notre époque, c'est les prothèses cognitives, comme les ordinateurs, Internet, je sais pas moi, un GPS, par exemple, où là, on essaie de suppléer, de prendre la place à des fonctions de notre cerveau. Donc, à chaque fois, on se décharge. Et en se donnant des outils, bien, on se décharge de certain nombre de facultés, si on peut dire. Il y a quelqu'un qui disait nous façonnons nos outils et ensuite ce sont eux qui nous façonnent. Mm-hmm. Ça, c'est une citation tirée dans le livre de Nicolas Carr, là, Internet rend-il bête? Et pour moi, c'est fondamental. On fabrique des outils pour avoir plus de confort, pour survivre, évidemment, pour faire en sorte que la vie soit moins contraignante, mais après coup, ces outils-là nous façonnent et ça forme un cercle vicieux. Et à chaque fois que l'outil nous façonne à son tour, on se donne de nouveaux outils et c'est ce qui fait que l'homme devient de plus en plus étranger à son monde parce que ces outils-là nous permettent de prendre une distance par rapport à la nature brute pour mieux la contrôler. Donc, ce qu'on appelle une médiation. Et cette médiation-là fait en sorte qu'on s'éloigne de la nature brute et par le fait même, on devient de plus en plus fragile par rapport à notre environnement. Et là, c'est toutes les peurs qui s'installent parce qu'on perd l'habitude d'être confronté aux éléments physiques. C'est pour ça qu'au début de mon texte, je parle de la chaleur avec l'humidex, du froid avec le facteur éolien, mais C'est tout plus de ça fait... l'inconfort rendu là. Hein. Oui, exactement, mais mon texte essaie de retracer une sorte de continuum de ces éléments qui renvoient à un confort physique très, très matériel. Bien, tranquillement, on s'en va vers des inconforts que peuvent provoquer des phénomènes culturels. Donc là, on n'est plus dans le physique, mais dans le symbolique, dans le culturel. Et c'est pour ça qu'à la fin, je débouche sur, bon, aujourd'hui, là, plusieurs se sentent heurtés par une pièce de théâtre, par le titre d'un livre, par, je ne sais pas, un regard. Les idées contraires, en gros. Oui, toutes Ouais. les idées qui ne cadrent pas avec ce qu'on appelle maintenant notre ressenti, qui devient un peu là, l'étalon de mesure. Mais Euh, tout ça serait le résultat d'un confort extrême. Donc, comment dire, j'abonde dans la thèse, dans le sens de cette thèse, je devrais dire.
dans le sens où la société s'est, je dirais, ramollie en grande partie à cause justement d'un confort, comme je disais en introduction, une richesse inégalée potentiellement dans l'histoire, dans le sens où même la personne avec un revenu moyen a un confort matériel, du moins, que des rois à une certaine époque n'avaient pas, ou presque, j'exagère un peu, mais à peine. Je veux dire, maintenant, on peut se payer une voiture, on peut se payer un accès à l'Internet avec toutes les formations qui viennent avec pour quelques dollars par mois. Là, je veux dire, quelques centaines de dollars, puis vous vous en tirez relativement bien. Et pourtant, des rois de l'époque ne pouvaient pas avoir accès à la même chose. Bien sûr, il y avait un luxe de vie bien largement supérieur, là, mais il y a une richesse généralisée aujourd'hui. Et tout ça mène à ce que vous venez de décrire, à mon avis, justement, en ce qui a trait à une peur de la vie comme telle, ce qui me semble être inévitable, dans le sens où la vie n'est jamais facile ou très difficile, toujours un peu entre les deux, et on fluctue d'un extrême à l'autre. Est-ce que c'est le confort extrême qui mène à ça, qui ramollit, et ce ramollissement va mener peut-être à une période plus dure par la suite, ou du moins où on sera plus capable de faire face aux conséquences, mais les conséquences vont tout de même s'imposer à nous, et une nouvelle génération, j'ai envie de dire endurcie, devra prendre les rênes face à des moments plus durs dans le futur? C'est la grande question parce que, bon, cette nouvelle génération-là, est-ce qu'elle va être la suite de notre population, de notre société? C'est ça. Moi, c'est pas ce que je vois en ce moment. C'est pour ça que lorsque j'ai écrit ce texte-là, j'ai pensé à l'auteur du Déclin de l'Empire américain, Arcan, quand il parlait du confort et de l'indifférence. Oui, le cinéaste, Denis Arcand. Et dans le Déclin de l'Empire américain, il y est question de ça. Lorsqu'un empire ou une civilisation se ramollit, lorsqu'elle ne court qu'après le confort, bien, c'est à ce moment-là qu'on ouvre la porte aux invasions barbares. Mais là, évidemment, je le mets entre guillemets, là, parce que d'autres qui vont être plus en mesure de se colter aux difficultés vont peut-être finir par s'imposer. Donc, c'est peut-être le sort de toutes les civilisations à force de... Il y a quelque chose de cyclique, oui, en effet. Oui, à force de... Bon, on pourrait parler de l'Empire romain ou de bien d'autres, mais à force de développer des technologies, de se donner du confort, bien, on finit par oublier certaines priorités. Donc, pour moi, peut-être que ça fait partie d'un cycle. Évidemment, il faudrait vérifier davantage. Là, mais... Ça demande une analyse philosophique et historique profonde, mais pour revenir à Denis Arcand, le déclin de l'Empire américain, là, j'y vais absolument de mémoire, mais la scène initiale avec Dominique Michel qui marche avec une journaliste de Radio-Canada et qui parle de son nouveau livre, Dominique Michel joue le rôle d'une universitaire qui écrit sur l'histoire et donc elle écrit sur la fin de l'Empire romain. Et là, j'y vais de mémoire encore une fois, mais elle dit, en gros, on peut voir le changement de valeur vers la fin de l'Empire. Les hommes ne veulent plus aller dans l'armée. On ne parle plus de devoir, mais de droit. Et le discours de l'amour et du bonheur devient dominant comparativement à la période de croissance de l'Empire où, comme j'ai dit, le devoir, le risque et un certain goût de croissance, de volonté de puissance, je devrais dire, domine. Et là, on passe vers la fin de l'Empire à l'amour et au bonheur. Et bon, je n'ai jamais parlé à Denis Arcand directement, là, mais j'ai l'impression que c'est lui qui nous dit c'est ce que vous êtes maintenant. Là. Vous êtes devenus des gros, des chats obèses qui profitaient d'un système, d'une richesse incroyable, mais vous n'êtes plus prêts à faire quoi que ce soit ou à sacrifier quoi que ce soit. Est-ce qu'on peut dire que Denis Arcand nous a lancé un avertissement? Oui, c'est la scène que vous décrivez, c'est vraiment l'ouverture du film. Hein? Le film commence avec ça. Après, la musique embarque, puis là, on retrouve tous les amis là, lors du souper. Mais aujourd'hui, par contre, ce que Denis Arcand, lui, ne connaissait pas, c'est tout ce qui relève du mouvement woke. Là. À force d'être fragilisé, on finit par se donner des concepts pour se protéger encore davantage. Et là, je pense à des concepts comme le concept de safe space, des lieux où les gens qui se sentent heurtés peuvent se regrouper avec leurs semblables, avec des gens qui pensent comme eux, et donc ça devient comme une sorte de cocon là, dans lequel on se sent confortable. On psychologise la société aussi. Oui, et même chose avec le concept de micro-agression. Là,
Là, on ne parle plus d'être agressé par un ours ou à la guerre. Non, c'est des micro-agressions où ça renvoie à des gens qui ne pensent pas comme nous, qui nous confondent dans nos idées. Donc, encore là, c'est le symptôme d'une fragilité extrême. Même chose avec la culture de l'annulation. Lorsqu'on veut interdire des conférenciers parce qu'ils osent y aller de propos qui vont à l'encontre de nos valeurs. C'est intolérable. Donc, il y en aura sûrement d'autres, là, mais le concept d'appropriation culturelle, vous voyez, il faut que chacun reste dans son univers, dans sa communauté. Pas question de mélanger les cultures, il faut respecter chacun. Donc, il y a tout ce phénomène-là, et là, on est rendu là, très, très loin à ce moment-là, là, dans le concept de fragilité. Et, mais si je peux me permettre, oui. En suivant la logique de Denis Arcand, Denis Arcand commence avec le déclin de l'Empire américain pour terminer avec la chute de l'Empire américain. Donc, j'applique la même logique à notre société contemporaine, basée sur tout ce que nous avez dit. Ça semble être des symptômes de ce que j'appellerais un déclin au minimum, mais est-ce qu'on est rendu à la chute finale potentiellement non seulement du Québec, mais de l'Occident, qu'on pense à cette fragilisation des esprits? De la même façon que... Je vais être apocalyptique, là, mais quand même. Oui, non, mais de la même façon que dans le film de Denis Arcand, on n'assiste pas à la chute. C'est comme des idées de certains intellectuels, ces professeurs qui se réunissent pour manger ensemble. Ben, c'est un peu la même chose aujourd'hui. On voit des symptômes, et moi, ce qui m'accroche le plus, c'est de voir comment est-ce que nos sociétés deviennent de plus en plus individualistes. Chacun se retire dans sa bulle, dans son cocon technologique, et au lieu de faire affaire à une association d'individus, de plus en plus, on a affaire à une agrégation d'individus où chacun travaille en fonction de ses intérêts particuliers. Donc, et c'est ça le danger extrême, d'après moi. C'est lorsqu'on ne fait plus société comme telle. Ça te mise. Oui, et là, à ce moment-là, on rigolait beaucoup lorsque la première ministre de l'Angleterre, Margaret Thatcher, c'est ça, lorsqu'elle disait qu'il n'y a pas de société. Vous vous souvenez de ça? Très bien, dans les années il n'y a que des individus. Mais on s'est moqué d'elle, mais dans le fond... Ça a été mal compris aussi, je crois. Oui, mais c'est peut-être vers ça qu'on s'oriente de plus en plus, où il faut satisfaire, non pas... les désirs de l'individu, mais les individus sont plus nécessairement prêts à épauler certains devoirs, si je peux dire. Là. Donc, de mon côté, en tout cas, il y a un déséquilibre de ce côté-là. On a des demandes et des désirs, mais personne n'est prêt à assumer les responsabilités. Exactement. Donc, de plus en plus, des désirs individuels, mais aussi où les groupes de pression s'occupent de défendre des droits propres à des communautés très, très, très nichées, très particulières. Et souvent très, très abstraites. Donc, on délaisse le sort des travailleurs, on délaisse ce qui arrive avec les immigrants qui sont exploités dans nos sociétés, etc., pour s'en prendre à la théorie du genre, par exemple. Mais en moins d'une minute, si je peux me permettre, en lisant votre texte, une idée qui m'est venue à l'esprit, c'est que l'homme moderne, et là je généralise, mais globalement, rejette le réel. On s'éloigne du réel le plus possible parce qu'on est incapable de le gérer. Donc, en moins d'une minute, est-ce que vous aviez ça en tête en écrivant le texte ou il y avait peut-être quelque chose d'autre? Non, mais pour moi, c'était omniprésent parce que lorsqu'on rejette, c'est-à-dire on prend nos distances par rapport au monde réel parce qu'on se crée un monde virtuel dans lequel on se sent de plus en plus en sécurité. Donc, mais sauf que l'effet pervers, c'est qu'on devient de plus en plus inconfortable devant tout ce qui est organique. Et là, Stefano Boni en parle beaucoup de ce concept-là. Mettre la main dans la terre, prendre... le lien à la nature est important, on dirait. Exactement, c'est ça. Le lien à la nature avec les animaux. Et c'est pour ça maintenant que le discours antispéciste est très, très populaire chez certains. Monsieur Bergeron, désolé, on aurait pu en parler longtemps, mais Régent Bergeron, essayiste et philosophe, un grand merci. OK, merci. À tous ceux qui nous écoutent, merci également. Demain, nous recevons Samir Antaki pour discuter de son roman historique Jabour d'Antioche, à la technique Lysandre Duplet, à l'animation moi-même Philippe Labrec.
Et on vous invite bien entendu à rester sur les ondes de Radio VM.